Alors, waouh, 116 tentatives d'assassinat du président Ibrahim Traoré. Pour quelle raison? Parce qu'il a décidé une seule chose. Il n'est pas le seul. Nous avons pu avoir ce chiffre 116 tentatives d'assassinat du président Ibrahim parce que Cheikh Oumar Keïta a poussé les autorités du Burkina, sans le faire volontairement exprès, à divulguer ces chiffres. Des chiffres qui étaient restés jusqu'à une date récente, inconnus, cachés. Parce qu'on n'a pas envie que la population panique. C'est là où on voit la compétence d'un véritable service de renseignement. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que au sein de la Confédération des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, nos services de renseignement sont les meilleurs services de renseignement à l'exception d'un certain nombre de pays. Voilà que le Premier ministre du Burkina vient confirmer ce que nous disions. 116 tentatives d'assassinat. Pour quelle raison? Pour quel but? Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire du Burkina, dans l'alliance de la Confédération des États du Sahel, il a décidé que le Burkina apporte sa modeste contribution pour faire de cette zone de l'Iptako-Gourma, cette confédération, un Eldorado, un paradis terrestre, là où il fait bon vivre. Mais, pour développer votre économie, pour atteindre un certain niveau de paradis terrestre, il faut travailler dur. Il faut avoir les moyens. Il dit, je ne vous comprends pas. Nous ne sommes pas pauvres. Nous avons les moyens. Et il a fallu que le président de la Confédération des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, autant pour moi, le président colonel Assimi Goïta, de dire, on n'est pas pauvre. On est plus que riche. Mais pour savoir que nous ne sommes pas pauvres, nous avons le devoir et l'obligation morale, historique, de prouver que nous ne sommes pas pauvres. Comment vous allez prouver que vous n'êtes pas pauvre alors qu'on a toujours dit que vous étiez pauvre? C'est de mettre en valeur, c'est d'exposer les richesses que nous n'avons pas encore exploitées, les richesses qui nous appartiennent par le droit de naissance, par le droit historique, par le droit coutumier, et mieux, par le droit divin. Le Dieu créateur qui nous a permis de naître ici a fait de nous, de par le décret divin, que seul Dieu a la signature. Dieu dit, vous allez naître dans un espace que je bénirai. Mais les hommes viendront vous dire que vous êtes pauvres. Moi, Dieu, je vous ai créé dans un espace où vous avez tout pour être riche et envié. Mais si vous écoutez ce qu'on vous dit, vous resterez pauvre. Si vous vous battez pour recuser, pour refuter, pour refuser et vous opposer à ce narratif mensonger, alors vous deviendrez riche. Mais attention, attention. En refusant leur narratif, ils vont tenter par tous les moyens, 1, pour vous discréditer, 2, pour vous isoler, 3, pour vous déstabiliser, voire vous éliminer physiquement. Voilà ce que Dieu a dit à nos opposants, à nos responsables. Ah, Keïta, toi tu es un gros menteur. Depuis quand Dieu a dit ça? C'est parce que tu es bête, tu poses ce genre de questions. Sinon Dieu a toujours dit ça. Alors, si Dieu n'a pas dit, comment je suis au courant? Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne vient pas s'asseoir à côté de vous pour vous parler. Mais Dieu parle directement à l'esprit.
Quand vous ouvrez l'esprit, comme l'a dit le petit menteur hier, Charles Blé Goudé, il dit maintenant on voit clair. Donc petit menteur là-dedans, depuis toujours tu ne voyais pas clair. Idiot. Il dit c'est maintenant on voit clair. Maudit, c'est maintenant tu vois clair. Idiot. Tu vois clair. Tu as vu quoi, et puis tu dis tu vois clair. Donc, voilà ce que Dieu a dit à nos autorités. Et chacun de son côté. Alors, pour savoir que Dieu leur a parlé chacun individuellement, Dieu incite Assimi Goïta à assumer ses responsabilités. Il y a un soulèvement, il y a des contestations, il intervient avec certains de ses frères d'armes, ils se mettent en retrait. Il donne le pouvoir à un certain général Badao, qui malgré son âge et malgré la confiance du peuple malien, décide de laisser le Mali entre les mains des terroristes, entre les mains des pilleurs, entre les mains des voleurs, entre les mains de la France-Afrique. Bien entendu, Alassane Ouattara avait déjà fait son travail par rapport à Badao et Macky Sall. Alors, Dieu dit d'abord, Assimi Goïta, je t'ai suscité pour être président du Mali. Qu'est-ce que tu as fait? Assimi dit, Seigneur, j'ai compris. Et il y a la rectification qui arrive. Assimi Goïta prend la responsabilité du pouvoir. Et Assimi Goïta, de fait qu'il soit aujourd'hui président, a incité le capitaine Ibrahim à faire à son tour la rectification au Burkina Faso. Au Niger, on n'aura pas le temps de faire une rectification. La première prise de pouvoir sera la bonne. Voilà comment Dieu a mis ces trois hommes dans un jeu d'échecs pour faire échouer tous les plans diaboliques, sataniques et maléfiques orchestrés contre nous. Pour nous maintenir dans la dépendance, le mensonge, la pauvreté et le besoin. Les trois arrivent à se comprendre avec une facilité pas possible. Comment ces trois-là arrivent à se comprendre aussi aisément et facilement? Pour la simple bonne raison qu'ils ont tiré les leçons. Parce que Dieu avait déjà tissé les lignes. Dieu avait déjà tracé les sillons. Alors, c'est pourquoi Assimi Goïta, il a demandé à son homologue russe de mettre à la disposition du Mali les experts russes et des satellites russes pour balayer le sous-sol malien, pour se rendre compte de ce qu'il y a véritablement dans le sous-sol malien. Le capitaine Ibrahim formule la même demande et le général Tchani formule la même demande. Et ils sont tous étonnés, éblouis de ce qu'ils découvrent de ce qu'on leur dit. C'est pourquoi vous avez vu ces temps-ci, Assimi Goïta, sans aucune forme d'hésitation, dit partout où il doit le dire, nous ne sommes pas pauvres. Voilà une des raisons pour lesquelles on veut déstabiliser le Sahel. Parce qu'on a rejeté, on a refusé, on s'est opposé au narratif mensonger qui fait de nous des pauvres, alors que Dieu nous a bénis avant même notre naissance. Ce qui se trouve dans le sous-sol malien n'est pas du fait d'Assimi Goïta, c'est pas parce qu'Assimi Goïta est arrivé que Dieu a... Non, non, non. Ça a toujours été là. Rappelez-vous, en 58-59, qu'est-ce qu'Oufoué a dit? Pour maintenir, pour souder les liens de la France-Afrique. Oufoué, à l'époque, délégué à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a dit? Faire en sorte que la France ne manque de rien en termes de besoins énergétiques. Il a dit, vous avez entendu, je vous ai fait écouter, malgré qu'il a essayé de se ressaisir, mais c'était déjà trop tard. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'Assimi et Alassane Ouattara ne gagnera jamais dans le Sahel. Jamais ne gagnera dans le Sahel.
Parce que déjà, celui qui l'a fait entrer en Côte d'Ivoire, le maudit pour ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, et le maudit plus encore pour ce qu'il veut faire dans le Sahel. Qui est mieux placé que Oufoué pour maudire Alassane Ouattara? J'ai écouté une parenthèse, comme j'en ai l'habitude, une parenthèse, j'ai écouté un des derniers enquêtes de Chris Yapi où il disait, il a fait passer une intervention de Ouattara qui parlait par rapport au franc CFA, où il dit c'est un faux débat. Et puis il a cette manie de se vanter, ce qui est ridicule. J'ai été directeur des études à la BCAO. J'ai été vice-gouverneur à la BCAO. Vous savez, l'idiot président Ouattara, le satrape, le menteur, le corrompu, il n'est pas fidèle, c'est un infidèle. Alassane Ouattara n'a jamais été un musulman. Il a usurpé le titre pour se faire un nom. Il a usurpé le titre pour berner les musulmans pour accéder au pouvoir. Il n'a jamais été musulman de toute sa vie. Vous n'avez qu'à regarder le nom que portent les enfants d'Alassane Ouattara. Quelle est la religion des enfants d'Alassane Ouattara? Ils n'ont jamais été musulmans. Ils n'ont pas reçu le baptême tel que dit par l'islam. Ces enfants ont été baptisés par sa femme, qui est une Jamaïcaine, qui vivait aux États-Unis. Vous savez, c'est facile de dire que Barbara, son nom c'est Barbara, quelque chose comme ça là. Mais elle est Jamaïcaine. Elle est Jamaïcaine, elle a la nationalité. Et Rihanna, est-ce que Rihanna là, elle a son origine, non? Hein? Le chanteur, comment on appelle ça? Le chanteur sénégalais là, aux États-Unis, Akon, il est d'origine sénégalaise, mais il est américain. Donc, faut pas fuir ses origines, c'est ce qui est malheureux. Le vieillard de son âge, il n'a même pas honte. Il fuit ses origines. Il veut facilement se rattacher. Bon, ça c'est entre lui et puis bon, c'est que vous connaissez. Alors, il dit, j'ai été directeur des études de la BCAO. J'ai été vice-gouverneur de la BCAO. Toute personne intelligente. Bonsoir à toi, Gustave. Comment vas-tu? Toute personne intelligente. Quand vous dites, j'ai été directeur des études de la BCAO, vice-gouverneur de la BCAO, mais au nom de qui? Pour quel pays? Parce que les institutions financières internationales, il y a des règlements, il y a des règles, il y a des choses. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, personne ne sera le président de la Banque mondiale si c'est pas un Américain. Ça, c'est déjà établi. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, personne ne sera, comment on appelle, directeur général du Fonds monétaire international si c'est pas un Français. Alors, quand lui dit, et en ce qui concerne la BCAO, finalement, il y a beaucoup, mais je me limite à ces trois. Personne ne peut être vice-gouverneur de la BCAO s'il n'est pas burkinabé. C'est le Burkina qui décide qui sera vice-gouverneur de la BCAO. Et c'est la Côte d'Ivoire seule qui décide qui sera gouverneur de la BCAO. Alors, quand l'idiot refuse de reconnaître qu'il est voltaïque, à l'époque c'était la haute volta, et puis le même idiot vient dire, n'oubliez pas que j'ai été vice-gouverneur de la BCAO, mais au nom de quel pays tu as été vice-gouverneur de la BCAO? Petit menteur Alassane Ouattara. Ingrat, 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 1000 fois ingrat. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, ta vie sera un échec, malgré l'argent que tu voles de gauche à droite. Tu refuses de reconnaître ce que le Burkina a fait pour toi. Thomas Sankara, une des raisons pour lesquelles Oufoué a liquidé Thomas Sankara pour mettre Blaise Compaoré, c'était Alassane Ouattara. Le même Oufoué a regretté sur son lit de mort. Pourquoi il a appelé Fologo pour dire ne laisse pas Alassane Ouattara être président en Côte d'Ivoire? Pourquoi Oufoué a fait ça? Moi, je vous mets au défi. Chantal Compaoré, le jour qu'elle aura le courage de s'asseoir pour parler là, le jour que Blaise aura le courage, peut-être que Dieu va peut-être sauver Blaise un peu. Sinon, Blaise va mal mourir. On a déjà prédit ça il y a longtemps. C'est maintenant que les gens voient les effets. Quand nous on parle, on avance, on finit. Parce que quand nous on dit que c'est Dieu qui met dans notre bouche, on parle là. On s'en fout de ce que les gens croient. On dit et puis on avance. Le reste là, vous allez voir ça derrière nous. Comme dit Awa, dit Keita, tu n'es pas camarade de quelqu'un, tu parles pour toi et puis tu avances. Alors, soyons honnêtes.
Une des raisons, parce que Thomas était littéralement remonté contre Foué par rapport à Alassane Ouattara. Surtout quand Foué a dit à Thomas, je vais récupérer Ouattara. Parce qu'à l'époque, quand Foué regardait en Côte d'Ivoire, il ne voyait pas quelqu'un. Même s'il y avait quelqu'un, cette personne peut-être était opposant. Donc Foué ne voulait pas d'un opposant à son régime à la tête de la BCAO. Puisque la BCAO, c'est le bâton du maître. C'est la chicotte autant pour moi de la France. Parce que l'idiot Ouattara va dire, le franc CFA c'est bon pour nous. Et ce n'est pas bon pour nous. On va démontrer pourquoi ce n'est pas bon pour nous. C'est parce qu'il était burkinabé, il était voltaïque à l'époque. Thomas dit, il n'est pas d'accord. Houphouët a dû passer par des chemins. Il a joué la presse, parce que lui, Houphouët, il se voyait aussi comme un petit dieu, je vous en prie, dans l'Afrique de l'Ouest. Houphouët se voyait comme un petit dieu dans l'Afrique de l'Ouest. Donc Houphouët ne voulait pas qu'on lui dise non. Houphouët était remonté parce que Sankara ne voulait pas. Si tant que Sankara disait non, Ouattara n'allait jamais quitter le poste de vice-gouverneur de la BCAO. Donc, comme Dominique de Villepin a dit à Laurent Gbagbo, je vais te tordre la main dans le dos, Houphouët a tordu la main de Thomas Sankara. Il a obligé Thomas Sankara à céder à Alassane Ouattara. Mais le prix était lourd à payer. Il fallait le liquider. Ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons fondamentales. Je peux dire une des raisons même véritables. Parce que si Thomas s'est opposé à ça, qu'est-ce que Thomas peut faire encore? Voilà comment la France-Afrique a réfléchi. On garde Thomas, ce n'est pas bon. Ils ont testé Thomas avec ce Alassane Ouattara. Et ils ont vu que ce n'a pas été facile. Houphouët a vu que Thomas n'était pas ce jeune-là comme ça. Houphouët l'a invité à Yamoussoukro. On a vu comment Thomas est descendu à son trait et ça fait mal à Houphouët. Il dit comment lui il a vu Thomas et puis Thomas vient trahir. Il est descendu avec son PA ici. Il a sauté de l'avion à l'aéroport. Il n'a même pas chose. Il était à un niveau de l'escalier et puis il a sauté, il est descendu. Et ça, même les journalistes ivoiriens, les gens en ont parlé. On dit ça a froissé le vieux. C'est bien. Et le vieux n'a pas accès. Quand il était à Yamoussoukro, le vieux invitait les Tchalamouana, les belles chanteuses, avec, bon, le vieux connaissait, il sélectionnait les demoiselles pour venir. Mais la femme de Thomas était très belle et c'était un homme intègre. Tu ne peux pas appeler ton pays le pays des hommes intègres et puis toi-même tu vas succomber ou tomber sous le charme des belles femmes ou de l'argent. Combien de valises d'argent Thomas Sankara a refusé de fouiller dans son hôtel? Combien de milliards de valises d'argent? Je vous donne quelques secrets. Ne me croyez pas. Il y a des gens qui sont encore vivants, qui sont au courant de tout ça là. Si vraiment vous voulez savoir, ces gens-là sont encore du voir. Combien il y a des collaborateurs de Thomas, ils ne sont pas tous morts. Blaise lui-même, il est vivant. Combien de valises? Les autres acceptaient, mais Thomas refusait. Quand il partait avec Blaise, Blaise retournait avec ses valises remplies d'argent pour qu'il avait. Thomas, il ne prenait jamais pour lui. C'est pourquoi Bourgi vous dit là que quand il a su qu'on allait liquider Thomas, il a fait tout pour dire à Thomas, ils vont te tuer, fais attention, et la personne qui va te tuer, c'est ton meilleur ami Blaise Compaoré. Thomas dit, si c'est Blaise qui me tue, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi le Premier ministre Apollinaire et Ibrahim, ils disent toujours, on a appris de l'histoire. On ne commettra pas les mêmes erreurs que Thomas Sankara. Alors, il dit, j'ai été vice-gouverneur. J'ai été directeur des opérations, directeur des études, quelque chose. Et puis, en plus, il dit, j'ai été directeur adjoint. Mais directeur adjoint du Fonds monétaire, qui t'a mis là-bas? C'est Houphouët encore. C'est Houphouët, avec le soutien de la France. Alors, quand tu cites tout ça, bon, on n'a pas vu un seul livre que tu as écrit. Moi, je n'ai pas encore vu dans une université, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, un livre d'Alassane Ouattara sur l'économie qui serait enseigné. C'est Henri Dagri Diabaté qui a écrit sur lui. Mais lui-même, là, il ne peut pas écrire livre. Avec son dit qu'il a PhD à l'économie.
Alors pourquoi on veut tuer le jeune capitaine? Parce que le jeune capitaine, il a demandé d'évaluer le sous-sol du Burkina, comme Assimi Goïta a demandé d'évaluer le sous-sol du Mali. Et tenez-vous bien, l'évaluation de notre sous-sol a fait sortir des chiffres ahurissants. Vous avez entendu, Mabel, je crois, il y a quelques jours de cela, où il parlait comment on appelle, j'avais déjà parlé de ça, je crois que ça faisait 30 milliards de mètres cubes, je crois, de gaz ou bien de quoi. Vous savez que le sous-sol, l'Algérie, quand vous prenez Tizawaten, côté Mali, jusqu'à Taoudéni, on a parlé de sous-sol de... Bonsoir à toi, Mohamed Batili. On a parlé du sous-sol de la Guinée. On dit c'est un scandale géologique. Le sous-sol de la RDC, où Paul Kagame même a mis, il a fait même base dessus aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise même, qui est dans le nord Kivu, qui exploite. Parce que Kagame doit préserver ses intérêts. C'est énormément d'argent. Je vous dis beaucoup. Il a signé un contrat pour combien d'années, combien de milliards d'euros. Alors que son pays n'a aucune ressource. Donc il enlève ça où? Maintenant, quand je vois ce petit président plaisanter là, le Congolais m'appelle pour dire Keïta, pardon. Il a dit, Keïta, pardon, il faut comprendre que ce qu'il dit, il dit, Keïta, pardon, c'est ce qu'il dit. Oui, Moussa Traoré, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Mon frère, pardon. On se comprend, toi et moi, c'est pas ça, les choses sont comme ça. Il dit, Keïta, pardon, c'est notre président, mais il dit, votre président là, c'est lâche. Il voulait gagner les élections, il a montré aux Congolais que lui, les garçons. Maintenant, il a gagné l'élection. Quand Paul Kagame lui a montré ses muscles, il a fermé sa bouche. Il a fui. Il parle plus. Il laisse les gens du Kivu se débrouiller seuls. L'armée du Congo a déserté. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il va en France, il se plaint. Pourquoi on ne parle pas? Et regardez ce que la France fait, francophonie. Emmanuel Macron cite tout partout où il y a la guerre. Mais Emmanuel Macron refuse de dire devant Paul Kagame qu'il y a guerre en RDC. Et Allah, et mes frères congolais. Vous avez président, le Congolais là. Vous avez la SAP. Il y a un petit Congolais à Los Angeles qui voulait m'apprendre à m'habiller. Il dit, petit idiot là. Tiens, tu peux m'apprendre à m'habiller jusqu'à ta mort. Paul Kagame assis. Parce que Macron a besoin plus de Paul Kagame que de Thierry Tshisekedi. Lui, c'est un président plaisanté. Ça fait mal au Congolais, mais c'est la réalité. Paul Kagame dit à Emmanuel Macron, si tu veux pas problème avec moi, là, faut jamais parler de guerre. Il n'y a pas de guerre. Cette partie-là, c'est une partie du Rwanda. Je ne reconnais pas l'autorité de la RDC sur cette partie du territoire. Il n'a pas caché. Il a dit à l'Union européenne, je ne reconnais pas l'autorité. C'est pourquoi, vous savez pourquoi Paul Kagame, normalement, il devait partir. Il est à son 4e mandat. Après que les élections soient réglées, sinon il est au pouvoir quand même il y a longtemps. Hein. Le génocide rwandais, là, 180, combien les gars, rappelez-moi, le génocide rwandais, c'est en quelle année? 94 ou 96. Donc, supposons que ce soit, Batili, pardon, c'est en quelle année le génocide rwandais, là, si tu peux me donner la date? Parce que la guerre au Rwanda, ça fait seulement 6 mois, 8 mois. Ça n'a pas fait 1 an. Ils ont tué presque, merci beaucoup, Kamati. Ils n'ont même pas fait 1 an. C'est combien de mois ils ont fait? Ils ont tué presque 900 à 1 million de personnes à moins d'1 an de combat. Et puis Paul Kagame, il est rentré. Dès qu'il est rentré à Kigali, les autres ont fui. 94, d'accord. Nous sommes en quelle année? 2024. Donc ça fait combien d'années? Faites un petit calcul rapidement. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi rapidement.
94, ok, 94, 2024, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait combien? 4 mois de, ok, merci. 4 mois. 3 mois. Bon. Ouais, ok. Ça fait combien d'années? De 94 à 2024. Ça fait combien? C'est quoi? 30 ou 40 ans? Ça fait combien? 30 ans? 30 ans? Ok. 30 ans, c'est ça? C'est 30 ans? Paul Kagame, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 30 ans que Paul Kagame est au pouvoir. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Merci les gars, 30 ans. Bon alors, écoutons, réfléchissons un peu. Comment Paul Kagame est arrivé à dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de la RDC sur le Nord Kivu? Pourquoi? Il dit que c'est une partie du Rwanda qui ne devait jamais revenir logiquement à la RDC. Donc, ce que maintenant Paul Kagame veut faire, il veut redéfinir les frontières du Rwanda. C'est pourquoi il a formé son fils là. Vous savez, les Rwandais sont en train, son fils qui est capitaine là. Les gens sont en train de dire voilà le successeur de Kagame. C'est la même chose avec Museveni, son fils qui est général Ouganda. Souvent moi je regarde ces gens-là, ce n'est pas, pour moi c'est pas la durée de leur temps de pouvoir, ce n'est pas ça pour moi. C'est de regarder comment ils ont géré leur pays. Quand vous regardez le Rwanda, si vous me demandez, je n'aime pas Paul Kagame, mais je souhaite que Paul Kagame meure au pouvoir au Rwanda. C'est-à-dire qu'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce qu'il a développé son pays. Vous allez me dire, ah, Keïta, au détriment de la RDC. La vérité sur les tracés frontalières là, ni vous ni moi, nous ne sommes mieux placés pour en parler. Paul Kagame, c'est un gars qui a fait des recherches. C'est un gars qui connaît l'histoire. Et je vais vous donner un petit exemple, une petite explication. Rappelez-vous quand nous avons commencé à frapper les terroristes jusqu'à un village au niveau de la Mauritanie. Et le ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie dit que nous avons violé le territoire mauritanien. L'état-major des forces armées est sorti avec le tracé. C'est là que moi j'ai dit waouh. Là où ils sont allés frapper, c'est un village malien. C'était pas un village mauritanien. Donc la Mauritanie avait accaparé une partie du Mali qui ne lui appartenait pas. Et Assimi a récupéré cette partie. Paul Kagame, c'est le même combat qu'il fait au nom de la RDC, cette partie-là. Il dit c'est une partie du Rwanda. Et il refuse de céder ça à la RDC. Si Tshisekedi veut la guerre, alors qu'il fasse la guerre. Mais il va pas céder. C'est là, toi, Dabou, comment tu vas? Alors, voilà la réalité. Alors, maintenant, est-ce que cette partie est la seule partie du Congo? Pourquoi Tshisekedi ne se concentre pas sur les autres parties du Congo? Laurent Gbagbo a connu une rébellion de 2002 à 2010. Il s'est concentré sur la partie dont il avait la gestion. Pourquoi le petit président là, il peut pas se concentrer? Donc toujours, il fait la fuite en avant et c'est Paul Kagame qui est l'excuse de tout trouver. Alors, Macron aussi sait qu'il a besoin de Paul Kagame. Donc quand Macron a parlé des crises, Macron n'a pas parlé de la RDC parce que pour Macron, il n'y a pas de crise à la RDC. Et quand Macron a fini de parler, il a pris la voiture, il est monté dans son avion, et puis il est rentré au Congo. Il dit, n'assiste plus au reste. Parce que Macron n'a pas reconnu qu'il y a la guerre à RDC. Mais toi, tu es un petit président plaisantin. Tu es en train de grossir, tu portes des costumes qui coûtent des millions de francs, pendant que ton peuple végète. C'est vrai que les Congolais aiment s'habiller, mais ce gars-là, même Papa Wemba de son vivant ne pouvait pas égaler celui-là. Même Kofi Olomide ne peut pas égaler ce gars-là. Ça, c'est un sapeur. Il en dirait qu'il fait défiler de mode. Et lui, le costume qu'il porte là, ce sont les costumes croisés. La qualité du tissu. Regardez la couture. Comme j'aime beaucoup m'habiller, je prends à décortiquer un peu, je regarde. C'est pas des petits costumes que le gars porte, hein.
Regardez la qualité des tissus, la qualité de la couture, et regardez les chaussures qu'ils portent. La chaussure qu'ils portent là, ça peut peut-être sauver 100 petits Congolais de la famine. On me dit, ce sont les avantages du président. Alors, mais qu'il arrête de pleurer alors. S'ils ont les avantages du président, qu'il arrête de pleurer. Tu es un garçon, ton ami garçon vient, il prend une partie de la concession de ton papa, et tout ce que tu fais, c'est de pleurer matin, midi, soir. Que les autres agissent. Mais toi-même là, c'est la maison de ton papa là. Pourquoi tu te bats pas? La RDC là, c'est sa maison à lui. Qu'est-ce qu'il fait? La RDC peut dire que je n'ai pas de soldats. La RDC peut dire je ne peux pas. Mais il semble que c'est la CIA, enfin pas la CIA, c'est le département d'État américain qui a dit à Philippe, ne t'amuse pas à le Rwanda. Paul Kagame, c'est un ancien rebelle. Il n'a pas peur de la guerre, il a fait la guerre. Et il est très, très équipé. Ne t'amuse pas, sinon, il va venir te chasser du pouvoir et puis installer quelqu'un comme il veut. C'est les Américains qui, depuis les Américains leur disent. Et comment j'ai su ça? C'est France 24 qui en a parlé. Que les Américains leur disent, mon ami, Paul Kagame a orienté des missiles directement sur ton palais. Et c'est ce qu'il avait fait. Les Américains ont demandé à Paul Kagame de ne pas le faire. Il dit, tant que le petit va parler, les missiles là vont rester orientés vers le palais. Et les missiles, à la date d'aujourd'hui, sont toujours orientés vers le palais du gars. Alors, est-ce que ça, c'est un président? Je vous avoue. Je laisse ça aux Congolais, ils n'ont qu'à gérer ça entre vous. Mon ami, est-ce que il y a cessé le feu? Est-ce que lui et Paul Kagame, je parle? De quel cessé le feu tu parles? Il respecte cessé le feu. Ce que je dis, tu n'as pas compris. Les Américains l'ont dit, avec photo satellite, voilà les missiles que Kagame a orienté sur ton palais. Tu parles de cesser le feu. Cesser le feu. Est-ce que tu sais qu'actuellement, à l'est de la RDC, là, ce sont les soldats rwandais qui sont là-bas? Ce n'est plus le F-23, hein. Ce sont les soldats rwandais eux-mêmes qui sont là-bas maintenant. Tu es au courant de ça au moins? Je suppose que ça au moins tu es au courant. Ce sont les soldats rwandais qui sont là-bas, avec la tenue militaire et le drapeau rwandais ici. Ce n'est plus M23 qui est là-bas. Ils ont chassé tous les gars du M23. C'est l'armée rwandaise même qui est là-bas maintenant. On a vu les images. Tu parles de cesser le feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Cesser le feu qu'ils sont en train d'exploiter. Mais la raison pour laquelle ils sont là-bas, ils sont en train de réaliser leur souhait. Ils ont pris possession pour exploiter. Ils sont en train d'exploiter. Personne, est-ce qu'on t'a dit qu'il y a un embargo dessus? Quand il y a eu la guerre à Sierra Leone, il y a eu l'embargo sur le diamant. Pourquoi Charles Taylor a été jeté en prison? C'est pas cette affaire de diamant. C'est lui qui a activé, hein, c'est lui qui fournissait les armes en Sierra Leone pour que la guerre continue, pour que lui reçoive plus de diamants. Est-ce qu'ils n'ont pas imposé des sanctions sur le diamant sierra-léonais? Ils l'ont fait. Mais est-ce que tu as entendu qu'ils ont imposé sanctions sur le cobalt ou tout ce qui est exploité à l'est de la RDC par le Rwanda? Est-ce que tu as entendu qu'ils ont imposé une sanction? Pas du tout. S'il n'y a pas de sanction, ça veut dire qu'on reconnaît le droit à Paul Kagame faire ce qu'il a vu de faire, les gars. Hein? Donc on va continuer. C'était une petite parenthèse. Alors, il s'est fâché pour rien. Les gens continuent d'exploiter et puis ils vendent à l'Union européenne, puisque c'est pas sanctionné. En Côte d'Ivoire, on a vu que ils avaient sanctionné le cacao ivoirien parce qu'on disait que même comme l'or ivoirien, parce qu'on a vu que les rebelles se faisaient de l'argent dans l'exploitation de l'or dans les zones qu'ils contrôlaient. Pendant la rébellion, c'était une exigence de Gbagbo, il a pu obtenir ça, mais est-ce que les gens ne faisaient pas? Les gens faisaient passer l'or au Burkina. Alors, regardez à cette époque-là, le Burkina, regardez à cette époque, l'importation ou l'exploitation de l'or au Burkina avait flambé, parce que tout l'or passait par le Burkina. L'or des rebelles a passé par le Burkina et le Ghana. Le cacao ivoirien qui était sanctionné passait par le Burkina et le Ghana. Alors, posez-vous cette question. Le Burkina qui ne produit pas, à l'époque de Blaise Compaoré, le Burkina ne produisait pas de cacao.
Mais vous allez être surpris de savoir combien le Burkina vendait en cacao. Allez-y. Rentrez dans la crise ivoirienne 2002-2010, le Burkina vend le cacao ivoirien. Vous allez voir les articles avec Blaise Compaoré. Les gens faisaient passer le cacao ivoirien par le Burkina pour aller vendre. Ça suffisait. Mais on n'a pas sanctionné. Pourquoi? Parce que les gens trouvaient leur truc dedans. Les gens trouvaient leur intérêt dedans. On vendait ça à vil prix. Les gens achetaient en quantité. Ils avaient les chocolats, ils avaient un cacao moins cher. Mais c'est Burkina. Burkina, c'est maintenant qu'Ibrahim dit qu'on va faire notre cacao. Mais avant qu'Ibrahim ne soit au pouvoir, c'était Blaise Compaoré. Le cacao ivoirien passait par le Burkina Faso et le Ghana. L'or ivoirien passait par le Burkina Faso et le Ghana. Même aussi par le Mali. Donc vous savez, quand il y a une guerre, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Ce qui explique pourquoi il y a eu 116 tentatives d'assassinat. Ça, c'est seulement le capitaine Ibrahim et le président Assimi Goïta et le général Tiani. On n'a pas fait le décompte. On n'a jamais publié un chiffre officiel. Ce que Apollinaire a dit, c'est un chiffre officiel. Désormais, tous les Burkinabés savent qu'on a tenté 116 fois de tuer le capitaine Ibrahim. Parce qu'il veut le bien pour le Burkina. Parce qu'il découvre que le Burkina n'est pas un pays pauvre. Le sous-sol burkinabé est riche, regorge de ressources naturelles immenses, exploitées. Rationnellement, le Burkina devient Dubaï, mais l'AES sera plus que Dubaï. Vous n'avez qu'à regarder les investissements de Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. L'argent vient d'où? L'argent vient du pétrole. Ils ont suffisamment amassé de l'argent et ils ont mis de côté. Il y a à peu près 500 palais en Arabie Saoudite. 500 palais. Mais comment on a pu construire 500 palais en Arabie Saoudite? Chacun s'en sort bien. Insulter les Américains, détester les Américains, mais au moins ils ont une culture, celle de dire, si nous se développe, c'est parce que vous êtes là, et vous aussi développez-vous. Les Américains achetaient à un prix raisonnable le pétrole saoudien, et l'Arabie Saoudite vendait au monde occidental son pétrole à un prix raisonnable. Pourquoi c'est chez nous ici, on veut voler 10%, 10%. Parce que les trois présidents ont décidé désormais que le système de 10% c'est terminé dans nos États. Et si le système de 10% est terminé dans nos États, que vous le vouliez ou non, la Côte d'Ivoire sera obligée. Les Ivoiriens seront obligés d'une manière ou d'une autre. Parce que quand Alassane Ouattara travaille pour déstabiliser nos pays, beaucoup m'ont dit Alassane Ouattara travaille pour le maître colon, comme le dit Christian très souvent. C'est faux. Il est bête, c'est vrai. Il est idiot, c'est vrai. Il est irresponsable, c'est vrai. Mais Ouattara travaille pour sa propre survie et la survie de sa famille. Parce que Ouattara sait que si ça marche chez nous, lui qui veut mourir au pouvoir, lui qui veut laisser la Côte d'Ivoire entre les mains de ses choisis, de ses héritiers, ce ne sera pas bon pour eux. Puisque désormais, des pays qui ont été indexés comme pauvres, enclavés, isolés, sont devenus désormais des pays très riches, des pays enviés, des pays où l'économie tourne en rond, des pays où il y a des opportunités. Évidemment que les Ivoiriens vont se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui à la même place alors que le Mali, à peine Assimi est arrivé, à peine le capitaine est arrivé au Burkina, le général Niger, regardez ce qu'ils sont devenus. Ils ont peur de ça. Et Ouattara a peur de ça. Donc,
en se battant pour essayer de nous déstabiliser, il fait croire au maître que c'est par rapport au maître. C'est lui la seule garantie pour stabiliser ou pour ramener ces pays-là dans le giron de la France. Mais en réalité, il se bat pour sa propre survie. Il se bat pour le maintien de ses héritiers au pouvoir. Parce que tant que nous n'allons pas te développer, tant que nous n'allons pas exploiter de façon efficiente, rationnelle et bâtir nos pays, bâtir nos économies, faire de l'AES une zone de prospérité, tant que ce n'est pas encore fait, le mensonge tiendra toujours. Mais dès l'instant où les choses vont commencer à évoluer positivement chez nous, la chute du prix de l'énergie, on vendra désormais l'énergie à bon prix, parce que au sein du Sahel, il y a un pays qui regorge d'uranium avec qui nous allons directement traiter. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On part directement au Niger. D'abord, un coût d'achat, un coût de livraison, puisque le Niger est au sein de l'AES, donc vous conviendrez avec moi que le prix qui sera appliqué pour le Mali et le Burkina, ce ne sera pas le même prix qui va être appliqué pour l'Iran, la Turquie ou tout autre pays. C'est son produit, il va à qui il veut, au prix qu'il veut. Puisque nous sommes dans une confédération. Alors, dans cette confédération-là, la priorité, c'est nous. En termes de prix abordable, je veux dire. Donc, on développe, nous, on s'en sort, les infrastructures se mettent en place, les opportunités d'investissement sont là, le capital est là, les ressources sont là. Mais quel est le problème? Le tissu industriel se met en place puisque l'énergie est un bon marché. Donc, on produit moins cher et on vend moins cher. On produit en quantité qu'on applique la politique chinoise. Production de masse et puis on vend à tout prix cassé. C'est fini. Alors les gens vont se poser la question, mais attendez, les Sénégalais vont se poser la question, les Ivoiriens vont dire, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas? Donc, en nous combattant, ils veulent continuer à maintenir le flou dans le mensonge, berner le peuple. Parce que tant que nous, au sein de l'AES, on ne montrera pas les premiers signes de la prospérité, ils auront toujours quelque chose à dire. Mais dès l'instant où nous allons commencer à montrer les premiers signes de la prospérité, voilà, c'est fini pour eux. Il n'y a pas grand-chose, ils pourront nous dire. C'est pour ça qu'on veut tuer le capitaine, c'est pour ça qu'on veut déstabiliser le Mali. Mais j'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas, j'ai un problème avec ma tablette-ci, moi on va travailler avec celle-là. Alors le Mali a frappé un grand coup. Vous avez certainement entendu, on a mis le gars qui nous a attaqué à Ber. On a mis le gars où il est sa photo, je crois que sa photo doit être ici. J'espère que je pourrai vous montrer l'image de ce gars-là. Oh là là, je n'ai pas, attendez, je vais voir si j'ai ça ici. Je crois que je dois avoir sa photo ici. Oh là là, sa photo n'est pas ici aussi. C'est compliqué. Je pensais avoir sa photo. Je n'ai pas vu sa photo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de vous lire ça. J'espère que ça pourra aller. Le terroriste, selon les groupes terroristes qui ont attaqué Ber, le chef, ce qu'ils appellent l'émir de, comment on appelle ces gens-là, cette branche terroriste-là. Attendez, on va revenir rapidement. Je vais essayer de vous lire rapidement ça parce que c'est important, il faut qu'on puisse, on va continuer rapidement. Ok. Voilà. Dans une opération d'envergure menée le 7 octobre 2024, les forces armées maliennes, les FAMA,
ont réussi à neutraliser Aliza Oudouya, l'émir de la compagnie c'est quoi? Al-Qaïda de l'Émirat du Sahara. Oh oh, tiens, ils ont un nom bizarre ces terroristes-là. Lors de l'attaque de Ber, ce chef terroriste a redouté pour sa cruauté et a été éliminé avec sa bande, mettant ainsi fin à une longue traque. Alors c'est quelqu'un qui a été choisi, financé, renseigné, formé, informé, soutenu par ceux que vous connaissez. Et très souvent, quand ces gens-là travaillent avec l'ennemi, c'est-à-dire les puissances occidentales qui s'opposent à nous, c'est ça qui est complètement dingue. Des gens qui souhaitent voir nos États périr parce qu'on a rompu toute coopération militaire avec eux. Ils ont choisi des journalistes pour nous dénigrer, pour nous insulter, pour nous humilier. Donc, les terroristes qu'ils forment, qu'ils équipent, qu'ils renseignent, quand ces terroristes nous attaquent, peu importe l'ampleur de l'attaque, peu importe les pertes que les terroristes vont subir, les journalistes dédiés à cet effet se livrent à cœur joie sur les plateaux des médias français pour dénigrer, pour insulter, pour essayer d'humilier nos autorités. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si un jour, Dieu me permettra peut-être de parler au président Assimi Goïta ou peut-être au vice-premier ministre Abdoulaye Maïga ou au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. C'est pas trop évident le premier ministre, eu égard à ce que vous connaissez. Peut-être avec le président du CNT. La seule question que moi je voudrais poser à ces autorités-là le jour que je serai en face d'eux. Je suis convaincu que si je demande l'audience, ils vont m'accorder. Ça, j'ai la certitude absolue. La raison pour laquelle je ne suis pas encore allé, je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu seul qui sait. Mais j'ai une certitude, si je demande l'audience, ils vont me l'accorder. Mais peut-être que si ce jour arrive un jour, la seule chose que je vais leur poser, quel est le problème? Et puis le directeur de l'ERTM, il a quoi en fonction? C'est la seule question. Et la deuxième question, quel est le problème? Et puis le ministre de la Communication, il est toujours ministre. Voilà les deux questions que je vais poser au président Assimi Goïta, au ministre Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop, et puis au président du CNT, pour comprendre. Parce que j'ai du mal. Comment des journalistes de l'autre côté s'organisent pour discréditer nos autorités. Et nous, chez nous, on n'a pas des hommes et des femmes capables de relever le défi. Il faut que le pôle judiciaire sur la cybercriminalité, il faut que ce soit le procureur de ce pôle-là qui se saisisse du dossier pour lancer une procédure contre ce journaliste-là. Ça, c'est sur le plan du droit. Mais le journaliste qui parle, il allait dans la même école que ceux qui se disent journalistes dans nos médias d'État. Qu'est-ce que ce petit blacoro-là, il a plus que vous? Est-ce que vous êtes complexé? Est-ce que vous n'êtes pas à la hauteur? Mais ça vous coûte quoi de reconnaître que vous ne pouvez pas? Et puis dire à votre directeur de trouver une solution alternative parce que vous, là, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Bon. Que le journaliste ne soit pas à la hauteur, ça c'est un. Que le directeur de l'ERTM ne se rende pas compte de ce qui se passe, là c'est le comble. Que le directeur des programmes ne sache pas que ces journalistes ne sont pas à la hauteur face à quelqu'un de l'extérieur qui dénigre les autorités, alors là je suis dépassé. Que le directeur de la rédaction ne puisse pas, lui, trouver embêtant, gênant,
que ces journalistes ne soient pas à la hauteur pour répondre à un petit blacro assis en France. Ah, c'est pas... Je regarde. Alors, je vais vous amener à comprendre quelque chose. On va comprendre ça ensemble. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Il y a une situation qui s'est passée. Non, attendez, je vais voir si... Il y a une situation, on va écouter ça ensemble. Parce que c'est important. Voilà. Non, pourquoi vous me faites ça? Moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, on va, donne-moi une seconde, hein. Parce que vous, il est important pour nous de comprendre ça là. Ok. On va écouter ça. Partagez, je vous en prie. On va écouter. On va écouter ça. Pardon. Je t'aime bien, mon ami, mais c'est pas ta partie là qui m'intéresse. Moi, c'est ça là que je vais écouter. Pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer. On va chose. Je voudrais que je partage avec vous. Très, ok, on va écouter. Très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait voilà. Notre heureuse rencontre de ce jour. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans ce palais pour que nous échangeons en toute liberté des questions qui concernent le devenir de la ICJ. Depuis le 30 août 2023, notre pays écrit une nouvelle page de son histoire. Cette marche s'est traduite par des améliorations significatives dans tous les secteurs, éducation, santé, route, afin de répondre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture d'électricité et d'eau. Ici, il s'agit du président, excusez-moi, hein, je ne l'apprécie pas, je l'ai toujours dit. Je ne le soutiens pas. Mais si par moment, il a des interventions qui interpellent nos autorités ici, même si on ne l'aime pas, permettons à nos autorités d'écouter ça. Quand j'interpelle Assimi Goïta, je sais de quoi je parle. Quand j'interpelle le président du Faso, le président du Niger, je sais de quoi je parle. Mais il est fondamentalement crucial, important pour vous et pour moi, qu'on puisse comprendre un peu. Donc je vais vous laisser écouter le président de la transition du Gabon. Quelqu'un que je n'apprécie pas, que je ne soutiens pas, mais qui ici a obligé votre serviteur que je suis de l'admirer, l'apprécier et lui dire merci, même si je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ça aussi Keïta. Keïta n'est pas dans la négation absolue. Quand c'est bon, il sait reconnaître que c'est bon. Et ici, je tire mon chapeau au président de la transition du Gabon. J'espère que ici l'intervention du président gabonais va un peu interpeller le président Assimi Goïta sur la question des journalistes maliens qui travaillent à l'ERTM. Écoutons. Les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis 1 an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à notre égard. Nous n'avons jamais connu ça, autant les divulguer. C'est cette ICJ que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTR a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. Afin de remédier, les enfants même font des TikTok pour se moquer de leur société. Il y a une société nationale là, qui est chargée de la gestion de l'eau et du courant. Et dit, comme on voit que vous ne faites rien, on vous a laissé le temps. On vous a laissé la responsabilité. Et dit, maintenant, nous, on va intervenir. On va continuer d'écouter. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la ICJ dont nous avons hérité.
et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays. Écoutez, hein? Ou est-ce que vous aimez votre métier d'agent de la SCJ? Est-ce que les Maliens, les journalistes maliens aiment ce pays? Ou est-ce que les journalistes maliens aiment l'argent qui sert à payer leur salaire? Parce qu'il y a une seule chose qui peut justifier qu'un agent de l'État refuse de se battre pour le pays. C'est son travail. Ce qu'il gagne. Nous sommes dans une transition, mais ce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à regarder. Il y a un journaliste malien, vous qui êtes à l'ERTM là, regardez du côté du Tchad, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a été élu pour les 5 prochaines années à venir. Bon, il va rester au pouvoir tant qu'il veut. Il a fait la transition, il a organisé les élections, et puis il a gagné. Déby. Qu'est-ce que vous croyez? Pouvoir militaire? Mais pourtant, quand il vous appelle pour aller couvrir les événements du président, vos frais d'émission sont payés. Vous ne dites pas, ah, je ne peux pas partir. Vous êtes les premiers à sauter dans l'avion parce que vous savez que les frais d'émission, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais vous ne dites jamais non. Si vous ne voulez pas vous battre pour le pays, pourquoi vous montez dans l'avion du président pour suivre le président? Pourquoi vous allez faire l'émission et puis prendre les frais d'émission? Les journalistes du Mali, les journalistes maliens de l'ERTM, est-ce que vous aimez le Mali ou c'est votre fonction que vous aimez? C'est la question que le président gabonais a posée aux agents gabonais. Est-ce que vous aimez ce pays-là? Mais regardez ce qui vient après, c'est ça qui va me tuer. C'est ça qui montre. À un moment donné, Monsieur le Président Assimi Goïta, je vous demande pardon. Ce gars-là, je ne le suis pas au président, mais je vous demande pardon à cause de Dieu. Écoutez le président. Président, c'est la décision qu'il a prise ici, là. À cause de Dieu, Assimi Goïta, il faut faire la même chose un peu au niveau de l'ERTM. Les gens vont changer tout de suite. Brabigné 600. Il y a rien à mesdames là 600. Qu'est-ce que mesdames les 600? On va l'écouter. Seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé le volet du passif. Mais alors ici, ce qui est intéressant, il a appelé tous les agents. Et puis ils sont venus au palais. Assimi Goïta est attaqué à la cam. Quand ORTM Baragadembe voulait Koulouba, il a tout yiniga. Président Assimi Goïta, ORTM Baragadembe voulait Koulouba. Ani directeur na goupé, akata kuma, munebe, mumu foka fi. Muna ba toy, Mali be bourgeois, transition be bourgeois, tchekele te sorolu tchela mesega uli kijo teso. Mfa jamana ba jamana koni kakala. Assimi tout voulait Koulouba kato yiniga. Gabon président wele kakoy, ayi nonu be wele kato yiniga. Ayo be wele, ka fokwa e mochi ama mochi de, ayi na ya, muma fe. Tenons en aborder les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la SCJ dans ses missions. Pris la décision de mettre la structure sous administration provisoire avant de... Gabon, la société qui gère l'eau et l'énergie désormais sera sous administration provisoire. Un militaire a été nommé à cet effet pour gérer. Assimi Goïta, pourquoi tu crois qu'on a demandé au Mali de construire la communication de l'AES? Vous pensez réellement que c'est à cause de l'ERTM? Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi que c'est pas à cause de l'ERTM. Voilà une réalité ici. Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez comprendre qu'il y a péril à la maison? Monsieur le Président, pourquoi Vladimir Poutine aujourd'hui est imbattable par la grâce de Dieu? Parce que Vladimir Poutine a compris deux choses. Deux piliers sur lesquels repose le monde occidental. La communication et la puissance de feu de l'armée. Poutine aujourd'hui a construit sa communication.
partout aujourd'hui. Il a mis des satellites à la disposition de Sputnik, RT, pardon, je crois que c'est RT, et puis d'autres structures de communication. Jusqu'à les Américains ont tremblé. Si vous ne maîtrisez pas la communication, vous ne maîtrisez rien. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça, Monsieur le Président? Pour le moment, la grâce et la baraka de Allah accompagnent la transition du Mali et Dieu même a fait qu'il a mis ces jeunes gens-là pour vous soutenir, Monsieur le Président. Mais quand Dieu observe, Dieu a des limites. Dieu vous observe, vous observe, vous observe. À un moment donné, Dieu, il se retire et puis vous laisse seul. Monsieur le Président, il y a un sérieux problème. Nous, on parle, on n'écoute pas. Nous, on parle, on s'en fout. Mais il n'y a pas un garçon, né d'un homme et d'une femme qui peut dire que l'ORTM a une place à jouer dans la résilience de la population malienne et dans le combat pour vous défendre à l'extérieur. Personne mieux que les réseaux de l'ont fait. Monsieur le Président, il y a péril à la maison. Si on vous fait croire que tout va bien, Monsieur le Président, on vous a menti. Tout ne va pas bien. Fini par le plan Transfo 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous devez faire depuis que vous êtes au pouvoir, ça fait 4 ans. Monsieur le Président Assimi Goïta, quand vous-même vous asseyez, depuis votre prise de pouvoir jusqu'à la date d'aujourd'hui, quelle amélioration l'ORTM a fait? On peut tout dire, mais vous-même, Monsieur le Président, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce qui a changé dans la communication, Monsieur le Président? La première erreur a été faite, enfin, je ne dirais pas la première, mais on a vu au niveau du référendum. À la dernière minute, on a appelé certains éléments des réseaux sociaux. Ils ont accompagné la transition pour la campagne, pour le oui. Monsieur le Président, à part ça là, est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que les choses ont continué ainsi? Non seulement les jeunes gens c'est pas le problème de quelqu'un, mais en plus, ils sont martyrisés, ils ont peur. Et j'écoutais certains dire, ah, mieux vaut se taire maintenant parce que tu parles, même si tu défends le président, même là, on vient, on te prend auprès de ta famille, on te met dans le noir. À un moment donné, Monsieur le Président, je me pose la question, est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront le courage de continuer ce combat? Je ne sais pas, mais c'est la question que je me pose. Peut-être que c'est ce que eux, ils veulent. Monsieur le Président, ils veulent vous isoler intelligemment. Ils vont vous isoler intelligemment. Mais comme il y a encore des patriotes au Mali, comme Keïta et bien d'autres, donc peu importe, on continuera ce combat de façon intelligente pour ne pas tomber dans le piège des gens. Mais plein de jeunes gens ont commencé à avoir peur, Monsieur le Président. Ils ne sont pas soutenus. On va les jeter en prison. Ils ne voient pas l'utilité. Mais voilà un président qui parle. Que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi l'implication de certains agents véreux de la ICJ et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de raqueter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à la ICJ, vous demandez l'acquisition d'un compteur. On lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé. Bon,
Est-ce que c'est le Gabon seul qui vit ça? Il y a beaucoup de pays. Ça, c'est la marque déposée de tous les pays qui ont été gouvernés par la France. Parce que la France avait besoin de la corruption pour avoir son influence sur les chefs d'État. La France avait besoin de ces magouilles. La France avait besoin de ça. Ça et ça. Ça, c'est au niveau du Gabon. Mais le même laxisme, ça se voit un peu partout. C'est pas seulement le Gabon. Le Mali a connu ça, je ne sais pas, Dieu merci. Comme Assimi lui-même s'est impliqué dans la gestion de l'énergie, les choses ont beaucoup changé. Mais Assimi, monsieur le Président, de la manière dont vous êtes impliqué dans la gestion de l'électricité au Mali, c'est vrai que vous n'allez pas le faire dans tous les domaines, mais je vous demande, monsieur le Président, d'essayer de vous impliquer autant au niveau de la communication. Regardez votre partenaire russe. Poutine a pris lui-même la communication en main et il a mis ses hommes clés pour développer le réseau. Et aujourd'hui, la Russie ne peut pas être isolée. Sur le plan, on ne peut pas isoler la Russie. C'est parce qu'ils ont compris la nécessité de mettre en place une communication efficace, efficiente et percutante. Efficiente et percutante. Efficiente et percutante. C'est important, monsieur le Président. J'espère que peut-être un jour, vous aurez l'opportunité de comprendre aisément et sincèrement le bien fondé des propos qu'on tient. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas trop l'intérêt. Mais si vous voulez développer véritablement cette alliance de la Confédération des États, si vous n'avez pas une communication choc, si vous n'avez pas des hommes qu'il faut, si vous voulez si vous voulez reposer votre communication sur les agents dans les différentes télévisions nationales que nous avons, je parle le Niger et le Burkina, mais ici, j'ai dit pour moi, que Dieu nous protège. Alors, d'abord, parce que le président non va venir. Celui à qui on dit souvent, tu as eu tort d'avoir trop tôt raison. C'est Cheikh Marqueta, ça c'est mon deuxième nom. Celui qui a tort d'avoir eu trop tôt raison. Ça c'est mon deuxième nom. Celui qui a eu tort d'avoir trop tôt raison. Monsieur le Président, c'est mon deuxième nom. C'est mon deuxième nom. Que Dieu nous protège. Parce que il y a des choses, monsieur le Président, qui se font, hein. Et prions Dieu que on puisse, que ça n'est pas l'ordre. Donc, une fois de plus, alors, je vous donne un exemple. Vous savez, tant que le gouvernement ne va pas, par exemple, vers le RTM, et là encore, il faut que peut-être le ministère saisisse le ministre de la Communication pour qu'on saisisse le directeur de la Communication pour faire ceci, pour faire cela. Là où le RTM même devait se déplacer de ses propres initiatives pour prendre le devoir, faire certaines choses, elle est incapable de le faire. Incapable. La montée des eaux, comme on court sous les eaux, c'est des réalités. Et je ne condamne pas, c'est pas leur thème qui est à l'origine, mais je veux dire que leur thème attend que l'État lui dise, que le gouvernement dise, ou qu'une autorité dise. Pourquoi leur thème ne peut pas avoir l'initiative? Alors voilà une dame qu'on appelle la Fatmata Batouli, qui fait un travail extraordinaire. Malheureusement, le travail extraordinaire qu'elle fait reste silencieux, alors que elle apporte un soutien aux populations
dans le besoin. Alors, on se dit, si on parle d'elle, on fait gratuitement sa promotion, puisque sa structure est une structure politique, civique. Si on parle de son entreprise, tous les groupes, on fera la promotion gratuite. Mais ça, c'est la bêtise par excellence, c'est l'immaturité, l'incompétence et l'irresponsabilité sans foi ni loi. Est-ce que l'ERTM peut dire que malgré les moyens colossaux, les moyens et les soutiens de l'État, est-ce que l'ERTM peut faire la moitié de ce que tous les groupes ont fait en termes de dons, en termes de soutien, en termes d'accompagnement de la transition? Ce qu'on vous demande, c'est le suivi. Alors, la dame, elle arrive dans une zone, et puis, il y a les voies de canalisation des eaux usées sont toutes embouchées. Elle prend ses tracteurs, ses bulldozers, elle vient, elle débouche les caniveaux, elle paye des jeunes gens. Des jeunes gens, comment vous le dites, elle paye des jeunes gens pour venir ramasser tous ces routes-là. Mais ça coûte quoi le thème, même si vous ne faites pas la promotion pour tous les groupes? C'est un exemple que je donne. Vous pouvez, par exemple, aller dans les quartiers. Initier, tel que vous avez fait, par exemple, l'émission citoyenne comme défense citoyenne. Mais vous pouvez aussi rentrer dans les quartiers. Dans ces temps de pluie-là, parler aux gens, après le passage, même si vous ne dites pas que c'est tous les groupes, allez vers les chefs de quartier, vers les mairies, le premier, le deuxième, le troisième, je ne sais pas combien d'adjoints, mais parler, et puis quels sont les messages qu'on peut lancer à l'endroit de la population, en termes de, comment on appelle ça, en termes de préservation, en termes de protection, en termes de, comment on appelle, de faire beaucoup attention par rapport aux inondations. Après, toutes ces petites choses-là, vous pouvez, mais vous ne le faites pas. Maintenant, quand quelqu'un prend son argent pour aider, vous dites, il faut qu'elle vous paye. Mais alors, l'argent des Maliens vous paye déjà. C'est vraiment une immaturité professionnelle. L'argent des Maliens vous paye. Et vous voulez encore qu'on vous paye encore pour dire c'est-à-dire que non seulement mon argent te paye, à travers les taxes, les impôts, tout ce que vous connaissez, et puis vous dites encore, il faut que la dame vous paye pour que vous puissiez m'informer de certains risques dans ma zone d'habitation. Est-ce que moralement, est-ce que moralement, quand ils réfléchissent comme ça passe? Ah oui, c'est comme ça. Vous savez que quand l'argent vous abrutit, vous arrivez à un certain niveau d'animosité imparable. Il faut réfléchir. Sortez des petits calculs. Allez dans les quartiers et vérifiez comment ça va. Comment vous pouvez participer à préserver des vies, à éviter des pertes en vie humaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas soutenir Fatoumata Batouli, c'est pas soutenir tous les groupes, mais il s'agit de préserver des vies humaines. Quel rôle? Puisque déjà, l'argent des contribuables paye votre salaire, votre indemnité, tout ce que vous voulez. Mais informer les gens sur les risques dans certaines zones. Alors, leur thème à ce niveau encore a failli. Alors, donc, après avoir curé des caniveaux, dégagé les déchets, après avoir nettoyé les voies de canalisation des eaux usées, des eaux de ruissellement, après avoir nettoyé certains lieux d'habitation, des zones d'habitation, Fatoumata, à cette rentrée académique 2024-2025, elle a décidé, ce samedi 5, le mouvement Ambicor a remis 500 kits scolaires
à la direction du service social de l'armée pour les publier, n'est-ce pas, lors d'une cérémonie, de remise au sein même de l'établissement. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la caravane scolaire du mouvement BICOP, une initiative visant à promouvoir l'éducation et l'inclusion des bénéficiaires, n'est-ce pas, du service social de l'armée. L'objectif est de les soutenir. Je connais un peu parce que j'ai travaillé avec le service social des forces armées et j'ai fait des dons par le passé. Et chaque fois, le même service me contacte pour juste me dire merci pour ce qu'on fait. Alors, je vous dis que vous n'avez pas une idée de ce que ça fait. Quand vous allez au sein de cette structure de l'armée, le service social, et puis vous voyez les veuves des militaires, les orphelins des militaires, les veufs des militaires. Quand vous voyez ces enfants-là, surtout les orphelins, par moment vous avez de la peine à retenir vos larmes. Son père a pris une balle pour que vous soyez là où vous êtes. Si vous ne comprenez pas ça, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Même Dieu lui-même ne peut rien faire pour vous. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas la peine. C'est fondamental. Et le groupe Touli a fait, je vais vous montrer juste quelques images, partout, sur les tables là, vous voyez, là c'est au niveau de TikTok là, TikTok, voilà, un peu, ça c'est au niveau de TikTok là, on vient ici Facebook, voilà, donc, le groupe Ambico soutient, je crois ça doit être, ah oui, ça c'est Sarah qui est là, Capitaine Sarah, je crois, ça doit être elle. Oui, ça c'est, voilà, donc c'est un peu, ça c'est le mouvement Ambico qui fait ça. Alors, pourquoi Fatmata Batuli fait ça? C'est la question que chacun de vous, on peut se poser légitimement cette question. Pourquoi elle doit dépenser chaque année des centaines de millions? C'est ce qui fait la différence entre cette femme et les autres opérateurs économiques dans ce pays. Et quand vous avez gagné de l'argent dans un pays, à travers vos business, et que vous n'êtes pas capable de dire, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis, je vous retourne la faveur en vous soutenant dans tel ou tel domaine, c'est que vous ne valez pas mieux qu'un animal. Un homme d'affaires, une femme d'affaires qui n'est pas capable de comprendre ça, n'est pas mieux qu'un animal. Il y a une dame qui a acheté des produits avec moi. Et puis, on causait comme ça, je vais pas dire son nom, par discrétion, par ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Elle a acheté le produit d'Amsa, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, on parlait. Je l'ai eu comme ça, j'ai lancé l'appel comme ça, parce que quand j'ai vu le message, tout de suite, ça m'arrive. C'est pas tout le monde que j'appelle. Et quand j'appelle, généralement, je sais pas pourquoi j'appelle. Mais, c'est une pression que Dieu met sur moi. Et quand j'appelle, en général, je sais même pas pourquoi je vous ai appelé. C'est au fil de la conversation que je découvre pourquoi je vous ai appelé. Donc, je parlais avec la dame et dans la conversation, elle me pose la question, ah, monsieur Keita, est-ce que vous soignez le cancer? J'ai dit, mais évidemment, on traite le cancer pour le dame, ça c'est comme donner l'aspirine à quelqu'un qui a mal à la tête. Elle dit, hey, vous traitez? J'ai dit, monsieur, on traite et puis on guérit le cancer par la grâce de Dieu. Elle dit, hey, Keita, on a une sœur qui a dépensé près de 5 millions de francs CFA pour soigner une autre de notre sœur. Mais la dame n'est pas guérie. Elle est fatiguée, elle n'a plus rien. Elle a pris la sœur, elle l'envoie au village pour que la dame meure parce qu'elle peut plus. J'ai dit, tu sais que je n'appelle pas les gens. Elle dit, oui, c'est pourquoi je suis tout ému.
Il dit, je comprends pourquoi Dieu m'a permis de t'appeler. Elle dit, ah bon, il dit, parce que Dieu veut que j'aide cette femme. Il dit, d'accord, tu vas lui dire que moi, j'ai décidé de l'aider. Je vais la traiter jusqu'à la guérison. Voilà ce que nous faisons. Je suis pas milliardaire, je suis pas roi 12-12, je suis pas Siriki. Mais la dame ne croyait pas. Quand j'ai envoyé son... Va là-bas. Ça va pas dans ta tête? Va. Je dis va là-bas. Je parle d'abord. Après tu pourris. C'est moi qui t'ai dit de manger piment. Donc, et quand je parle avec la dame, tu touches pas tant que je finis pas. Okay. Alors, il exagère trop parce que je suis allé acheter plein, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les boissons, je les achète par casier. Ce que lui boit. Donc, je suis allé acheter à peu près 10 casiers de ce qu'il boit. La nuit, il avait fini un seul casier. Boisson, j'achète ça pour l'école. Et lui, il veut tout boire. Parce qu'il a vu ça, il veut tout boire. Donc, si je ne crois pas comme ça, là, il va penser qu'il a le droit de tout faire. Alors, la dame, donc, quand j'envoyais son produit, j'ai mis le produit de sa soeur dessus, et puis j'ai pris la photo, je lui ai envoyé des livraisons. Elle ne croyait pas. J'ai dit, bon, c'est exactement ce que Fatmata, elle fait. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu es en Côte d'Ivoire, j'aide. Et Dieu seul sait, si je veux quantifier ce que je donne par an, c'est pas moins de 10 millions. Je veux bien savoir un milliardaire ou un millionnaire qui dit qu'il aide les gens à hauteur de 10 millions. J'ai dit ça, c'est le minimum. Hein. J'ai dit, et puis ça, c'est au bas mot. C'est parce que j'ai pas envie d'exagérer. Parce que si je dis c'est un somme, c'est, hey, Keita, comment tu fais ça? Donc, j'ai dit au minimum, c'est 10 millions que je donne. Au minimum. Pour aider. Ça coûte rien d'aider les gens. Ça coûte rien de manifester de l'amour, de la sympathie. C'est vrai Keita, il est dur quand il fait ses interventions, mais Keita, il est quelqu'un qui... Je suis très émotif quand il s'agit du bien-être de quelqu'un. Et dans ce domaine-là, Dieu seul. C'est pourquoi je dis, je peux jamais dire infiniment merci à Dieu. Et souvent, je vous le dis en banalisant. Je dis, hey, donnez crédit à Dieu. C'est-à-dire, faites le bien. Dieu le reconnaîtra toujours. Faites le bien. Dieu sait comment il va vous le rendre. Le seul sait. C'est important pour nous. C'est fondamental. Et quand Biko fait ça, on est en mesure et en devoir, pour moi, c'est une obligation morale d'en parler. Ce n'est pas seulement écurer les caniveaux, dégager les objets, les déchets. Parce qu'aujourd'hui, avec cette saison de pluie, il y a les moustiques. Il y a les inondations. Il y a les mauvaises odeurs. Mon neveu qui fait les livraisons là, il était avec moi juste aujourd'hui, quelques heures avant. Il dit, tonton, mais comment les gens là, ils font? Parce que on était devant, on passait, enfin, lui, il passait, il a vu une maison qui était inondée. Il dit, mais comment les gens vivent dans cette maison, tonton? Je dis, bon, je sais pas. Il se débrouille, on essaie de faire avec. Tu vois? Et pour Fatmata aujourd'hui, elle vient avec son bulldozer, elle va nettoyer tout le quartier. Et on peut dire, ah, pourquoi elle a fait ça? C'est politique. C'est pas bon. Et moi, je pense que il faut encourager le groupe Touli pour les œuvres sociales. Aujourd'hui, ce sont les enfants des militaires, les parents des enfants qui sont morts au front, pour que nous, on puisse s'asseoir ici, chez nous à la maison. Vous m'avez vu en parler à Gaussou, mais il y a des enfants militaires dont leurs parents, ils vont tout donner au monde pour que le papa soit là pour gronder. Mais ils ne verront plus jamais ça. Ce que je viens de faire à Gaussou, il y a des enfants militaires qui souhaiteraient que leur papa soit en vie pour faire la même chose. Mais ils ne pourront jamais, parce qu'il est parti pour toujours. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Non. Il a donné sa vie pour nous. Et dans quelles conditions il a donné sa vie? Avec tous les risques du métier, il a accepté de porter la tenue, de défendre le drapeau, défendre le territoire. On ne peut pas faire ci comme il n'y a rien. On
peut pas faire ci comme il y a rien. Donc moi, personnellement, je réitère encore mon appel à Fatmata, du côté de Sebeni-Koro, je crois, qu'elle puisse faire un effort de rentrer en contact avec ces personnes-là, les gens qui sont à Sebeni-Koro, et puis voir dans quelle mesure elle peut aider. Parce qu'à Sebeni-Koro aujourd'hui, la dernière application de prévision, parce que la situation à Sebeni-Koro aujourd'hui est critique. Le pont, je crois, c'est ce qu'on m'a dit, hein, j'étais là, il y a l'ambulance même qui passait derrière la maison. Il y a une partie du pont qui a lâché. Donc, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Il y a une partie du pont qui a lâché. Les gens peuvent plus quitter l'autre côté pour venir. C'est-à-dire que nous, du côté de la CI, on peut pas aller là-bas. Eux, de leur côté, puisque pour rentrer, c'est une seule voie. Et il y a un seul pont. Le pont a lâché, donc je sais pas trop comment les gens vont faire. Prions Dieu que rapidement on puisse trouver une solution à cela et que nos autorités puissent rapidement tout mettre en œuvre pour établir la liaison. Donc c'était ma modeste contribution aujourd'hui.